Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo réalisée avec le professeur Curté, nous allons comprendre que ce que nous mangeons nourrit d'abord les micro-organismes de notre microbiote intestinal. En fonction de notre alimentation, notre microbiote évolue et il en va de même pour les relations entre les plantes et les micro-organismes du sol. Cet organe nouveau, on peut vraiment appeler ça un organe, a énormément plus de fonctions que notre propre corps. Par exemple, les bactéries sont capables de digérer de la cellulose que nous ne sommes pas capables de digérer. Bon, c'est un truc un peu simple, mais très simple aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet contrabiotique. On a des tas d'études qui montrent que manger des yaourts, ça lutte contre des diarrhées, de gastro-entérite. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on a dans ces bactéries des bactéries pathogènes. Tout le monde en a. Vous et moi, et nos auditeurs ont du staphylocoque doré, des Escherichia coli pathogènes dans leur flore, des tas de bactéries indésirables, mais si vous voulez, il y a une compétition considérable de ces milliards et ces milliards de bactéries entre elles pour la nutrition. D'accord? Ce que nous mangeons nourrit d'abord nos bactéries avant de nous nourrir nous-mêmes, hein, puisque ça se passe dans le tube digestif. Évidemment, il y a d'autres flores, hein, il y a la flore nasale, des flores vaginales, des flores cutanées, mais bon, là, on se concentre plus sur la flore digestive. Mais donc, si vous voulez, ce que nous mangeons nourrit ces bactéries, mais il y a une compétition féroce entre ces bactéries, et s'il y a beaucoup de bactéries amicales, et la plupart le sont heureusement, hein, Oui. c'est justement le but de ce dont on va parler, c'est comment avoir une flore amicale qui travaille pour nous. On va aller plus loin en disant qu'on ne peut pas vivre sans cette flore qui remplit des tas de fonctions. Donc, par exemple, de limiter la capacité de prolifération des bactéries pathogènes. Si vous avez beaucoup de bonnes bactéries, elles empêchent, si vous voulez, que les bactéries pathogènes atteignent ce qu'on appelle un quorum, hein, parce que les bactéries échangent entre elles des informations, elles se donnent l'information de combien elles sont, et si elles sont plus nombreuses, elles deviennent virulentes. Elles attaquent, elles deviennent pathogènes. Bon, donc si vous voulez avoir un petit peu de staphylocoque doré dans notre tube digestif, ce n'est pas grave, tant qu'il y a beaucoup de bonnes bactéries qui tiennent le haut du pavé. Ce que nous mangeons nourrit les bactéries de notre microbiote intestinal. Il en va de même pour les plantes. Les métabolites organiques excrétés par leurs racines sont une source d'énergie pour les micro-organismes du sol. Elles leur permettent également de sélectionner les micro-organismes intéressants pour leur développement et pour leur protection. Alors, quels sont ces métabolites? Ces différents éléments font partie de la famille des rhizodépôts dans laquelle nous allons retrouver les cellules desquamées de la coiffe qui quittent l'extrémité de la racine lors de sa croissance et de son renouvellement cellulaire, le mucilage, cette substance visqueuse très riche en sucre et en protéines qui forme une pellicule biologique autour des radicelles, les cellules desquamées et le mucilage forment ce que l'on appelle communément les exudats racinaires. Enfin, les lysas constitués du contenu des cellules mortes suite à une blessure ou une agression extérieure. Dans cet échange entre les plantes et les micro-organismes de la rhizosphère, les exudats racinaires générés par les plantes ont de multiples fonctions nécessaires et indispensables pour assurer le développement des plantes. Riches en sucre, en vitamines, en protéines, en acides organiques, les exudats racinaires sont la source de carburant des bactéries et des champignons filamenteux du sol. Faisant partie des exudats racinaires, les strigolactones sont des molécules signal qui permettent à la plante de sélectionner les micro-organismes qui vivront dans sa rhizosphère. D'une certaine manière, la plante a les moyens de choisir les micro-organismes qui lui serviront à mieux se nourrir et également à se protéger contre les pathogènes. Le mucilage est une véritable colle organique qui participe à la structure du complexe argilo-humique. Le mucus des vers de terre, la glomaline des champignons filamenteux et le mucilage des racines des plantes sont les ingrédients du ciment qui permet de lier les particules d'argile aux particules d'humus et donc de structurer le sol. Enfin, ces exudats racinaires forment un biofilm,
une barrière protectrice physique et biologique qui renforce les racines contre les agressions des pathogènes. La fertilité des sols passe par une activité biologique importante. Maintenant que l'on connaît mieux les relations entre les plantes et les micro-organismes, il paraît logique de chercher à maximiser l'exsudation racinaire des plantes. D'autant plus que cette exsudation racinaire est également le moyen le plus efficace pour stocker du carbone dans le sol et donc lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de l'écofertilisation que de favoriser l'exsudation racinaire des plantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook et à télécharger notre application Fertile Info. À bientôt.